Et bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour un format moyen, on va dire. On va justement faire, comme on avait dit, tous les lundis, les débriefs des matchs que j'ai regardés ce week-end. Et je ne ferai pas en live aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, le format continuera d'être là tous les lundis comme prévu et tous les vendredis. À part celui qui est passé, on fera la session des pronostics des matchs qui se joueront le week-end. Je vous avoue que j'ai pas fait celui de vendredi, parce que c'était mon anniversaire en fait. J'ai eu 30 ans et du coup, logiquement, ça explique l'absence de vidéo de vendredi. Mais je me rattrape aujourd'hui pour faire ce petit court format avec les débriefs du match du week-end. Et pour commencer, justement, avant de débuter, je vais vous demander si vous pouvez mettre un maximum de pouces pour aider au référencement de ce format, ce serait génial. Ça permet de développer un maximum la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez voir des débriefs de matchs européens comme le PSG, Chelsea, Bayern, et d'autres, n'hésitez surtout pas à vous abonner et comme ça, vous verrez du contenu qui débriefe des matchs tous les week-ends. Et pour commencer, justement, on va parler de Leipzig-Stuttgart qui a eu lieu vendredi, justement, et un score quand même assez fleuve vu que Leipzig l'emporte 5-1 contre Stuttgart. Et suite à ce match, quelles sont les grandes questions que je me suis posées? La première, c'est justement, est-ce que Leipzig passe pas du 4-2-2-2 au 4-4 au 4-3-3 pardon, en cours de match? Et j'ai eu un peu cette impression que justement Xavi Simons redescendait un peu au milieu de terrain, plus bas, pour permettre à Olmo d'être meneur de jeu excentré à gauche, au Panda avec un rôle de buteur sur la droite et Poulsen qui occupait le rôle de neuf. Et justement, Leipzig, dans cette configuration, a eu un peu de mal à démarrer. Il faut dire ce qui est. La première mi-temps a été compliquée, notamment avec la passe de Rome dans l'axe qui permet justement à Stuttgart de marquer leur seul but de la partie d'ailleurs à la 36e minute. Et derrière, Leipzig va enchaîner. À partir de la deuxième mi-temps, on voit une équipe qui n'a rien à voir avec celle de la première mi-temps. Et justement, on a une avalanche de buts avec Heinrich qui marque à la 51e, Olmo à la 63e, Opanda à la 66e, Campbell à la 74e et Xavi à la 76e. Et on a eu une impression en seconde mi-temps que Leipzig aurait pu marquer encore plus. Et justement, parmi les joueurs qui ont émergé dans les tops de ce match, j'ai envie de mettre Heinrich, j'ai envie de mettre Dani Olmo et j'ai envie de mettre Opanda qui commence à se rattraper un petit peu. Il faut dire ce qui est Opanda, dont on avait un peu parlé la semaine dernière de son manque de réalisme. Il a eu un petit peu le même problème sur ce match-ci, mais il arrive quand même à corriger la mire et à stater quand même sur les matchs qu'il joue. Dani Olmo, ça devient un peu une évidence dans cette équipe de le mettre dans les top match après match, triplé contre le Bayern Munich, bon match encore contre le Bayern Leverkusen, très bon match encore ce vendredi contre Stuttgart. Et on se dit que l'absence de Nkunku et Szoboszlai partis à Liverpool et Chelsea, ça permet vraiment justement à Dani Olmo d'avoir le plus de place possible pour s'exprimer. Et depuis le début de la saison, en tout cas, il est clairement sur un autre rythme que les saisons précédentes. Pour faire rapide et justement, que ça ne dure, pas trop et que je puisse faire un format moyen, vu que j'ai plusieurs débriefs à faire, je ne vais pas trop m'étaler, sur ce match. Si je dirais que justement, il y a eu quand même le changement du, passage tactique du 4-2-2-2 au 4-3-3. Est-ce que ça va être un schéma qui, sera mis à long terme en place à Leipzig? On aura la réponse dans les prochains matchs. Mais en tout cas, on a vu du mieux par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière sur Leverkusen où Leipzig s'est complètement fait broyer. Là, à l'inverse, on a une équipe qui, justement a su, avoir des temps faibles, mais finalement à envoyer la sauce quand il le fallait. Et ça permet quand même à Leipzig de se relancer dans la course du championnat après une défaite en première journée, tout simplement. Et pour aller sur le match suivant, je suis allé sur Paris Saint-Germain-Lens et je ne serai pas trop long non plus. J'ai déjà débriefé le match du Paris Saint-Germain sur Paris Central pour ceux que ça intéresse. Et justement, qu'est-ce que je retiens de ce match? Maintien du 4-3-3 du côté du Paris Saint-Germain, une compo qui commence à devenir un peu classique, on va dire, sous Luis Enrique. En l'absence de Nuno Mendes blessé, c'est Lucas Hernandez qui prend sa place à gauche, une défense Marquinhos-Skriniar, Hakimi à droite, Donnarumma dans les cages, un milieu à 3 avec Ugarte en 6, Vitinha et Warren Zaïre-Emery en 8, avec Kylian Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Asensio dans le rôle de faux neuf, en l'absence de Ramos qui n'était pas là pour une gêne musculaire. Qu'est-ce que j'ai retenu justement de ce match du Paris Saint-Germain contre Lens? Je disais justement dans le débrief du Paris Saint-Germain que c'est une équipe qui est en progrès, mais qui est encore en rodage. Cette équipe, elle n'est pas prête, ça se voit. Mais quand on voit justement le différentiel du match de Lens contre celui de Lorient, on voit qu'il y a quand même du progrès dans cette équipe. Tout n'est pas encore parfait, bien sûr. Il y a quand même des profils qui sont encore manquants dans cette équipe. Le mercato n'est pas terminé.
Mais justement, on a l'impression qu'il y a quand même du progrès dans cette équipe et je préfère justement voir cette équipe qui va dans ce sens-là, qui démarre pas très bien et qui s'améliore de jour en jour plutôt que ce que je disais, comme l'an dernier où avec Galtier, tu as l'impression qu'on démarrait très, très fort et que l'équipe est devenue de moins en moins bonne au fur et à mesure de la saison. Ça manque encore d'automatisme, comme je disais, quand je parle d'équipe en rodage, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont des joueurs qui viennent d'arriver, qui sont titulaires. Je pense notamment à Ugarte, je pense à Dembélé, je pense à Asensio, je pense à Lucas Hernandez, je pense à Skriniar. Et finalement, ça fait quand même 5 titulaires qui sont des joueurs qui sont arrivés cet été, ce qui explique aussi le manque d'automatisme et le fait que cette machine soit encore en rodage, comme j'expliquais précédemment. Comme autre point du Paris Saint-Germain, je devrais dire que j'ai vu une défense solide. Justement, le Paris Saint-Germain confirme match après match que ce ne sera pas le même Paris Saint-Germain que l'an dernier, qui se faisait transpercer au milieu de terrain très facilement avec une défense qui avait l'air souvent en panique. Ce n'est pas le cas cette année, en tout cas, si on peut le dire ainsi, sur le début de saison. Le Paris Saint-Germain travaille beaucoup à la perte de balles et peut-être que l'arrivée d'un joueur comme Ugarte peut l'expliquer aussi. Quand on voit justement la moyenne de balles récupérées par Ugarte depuis qu'il est arrivé au PSG et qu'on le compare aux autres milieux de terrain depuis 2017 au Paris Saint-Germain, on peut expliquer aussi pourquoi, peut-être, ce Paris Saint-Germain a moins de mal défensivement que la saison précédente. Et quels sont du coup mes top et flop, si je peux dire, de ce match Paris Saint-Germain-Lens? Au niveau des tops, j'avais envie de mettre Ugarte, parce qu'il devient, bon, même si ça devient un peu évident, il devient un joueur vraiment nécessaire dans cette équipe. Son volume de jeu est très précieux, il récupère beaucoup de ballons, il a faim, il ne se laisse pas rentrer dedans. Et en plus, il commence à avoir un peu d'apport offensif, il a ses qualités techniques un peu plus élevées que ce qu'on pensait. Et du coup, il commence à faire plaisir en ce qui me concerne. En deuxième top, je vais faire comme dans Paris Central, j'avais mis Vitinha parce que justement, c'est un joueur qui a eu beaucoup de mal la saison dernière, même s'il avait fait un très très bon début de saison. Et sur ce match-là, je me posais la question de justement si Vitinha n'avait pas réalisé son meilleur match au Paris Saint-Germain depuis qu'il y est arrivé. Gardons bien entendu tout notre calme, ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait ce match-là, Vitinha va exploser, ça ne veut rien dire, mais il faut rester quand même sur le contexte du match. Et dans le contexte de match, je trouve que Vitinha a été quand même vachement plus performant et cohérent et utile que sur les derniers matchs qu'on avait lors de la dernière saison. Donc je me dis que, voilà, bon, il y a encore des manques au milieu de terrain, bien entendu, mais Vitinha, en tout cas, peut montrer justement qu'il peut être utile à cette équipe. Et je pense que ce genre de match risque d'être utile dans sa candidature au poste de titulaire au milieu de terrain. Et en dernier top, il me semblait que je réfléchisse, que je dise pas de bêtises. Oui, j'avais dit Lucas Hernandez, parce que Lucas Hernandez, il avait son rôle dans la défense, c'est-à-dire que dans le modèle hybride, il y a des moments où il va être dans la défense à 3 si Ugarte monte, parce que ce PSG, des fois, c'est Ugarte qui va se mettre entre Skriniar et Marquinhos, et Lucas Hernandez va monter. Des fois, c'est l'inverse, c'est Lucas qui va rester au niveau des défenseurs, et Ugarte qui va monter plus. Et en plus de sa solidité défensive, Lucas Hernandez, il t'amène une passe décisive dans ce match. Et il aurait même pu t'en amener une deuxième si Asensio, malheureusement, réussit sa tête sur le centre de Lucas Hernandez. Donc je me dis que justement, ces trois joueurs sont pour moi ceux qui sont le plus détachés, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas relevé spécialement de flop du côté du Paris Saint-Germain, donc je ne vais pas juste taper sur Lens gratuitement et par plaisir. Et je vais du coup maintenant passer à mon troisième débrief, celui de Sheffield Manchester City. Un match qui s'est terminé sur le score de 2-1, où il faut le dire, Manchester City s'est fait quelques frayeurs. Pourquoi? Manchester City a dominé le match, a ouvert le score quand même un peu tard, a eu beaucoup de mal déjà à ouvrir le score, mais en plus de ça, à partir du dernier quart d'heure, a concédé beaucoup plus de tirs de la part de Sheffield United que ce qu'ils en avaient concédé de la 0 à la 75e minute. Je pense qu'il y a entre 3 et 4 tirs entre la 0 et 75e, et il y en a 7 quand même entre 75 et la dernière minute de jeu de ce match. Et on se dit que justement, quand on voit le déroulé du match, Manchester City marque à la 63e avec Haaland qui a eu énormément de mal à marquer. Haaland a d'ailleurs raté un penalty. Julian Alvarez n'a pas été beaucoup plus en réussite d'ailleurs que Erling Haaland sur ce match. Bien qu'il ait tenté, il est tombé sur un Fotheringham en feu qui l'a beaucoup empêché de manœuvrer et du coup de marquer son but. Et justement aussi, on se rend compte que Sheffield a égalisé à la 85e, que finalement City reprend l'avantage à la 89e. Mais City s'est quand même fait peur et Sheffield aurait pu revenir à 2-2 dans ce match. Et quand on voit tout ça, je me dis, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe? Quand on parle de Manchester City, déjà, on parle d'une équipe qui a repris le lead de la Première Ligue. Donc, du coup, la question est de se poser, est-ce que cette équipe va rester leader pour de bon dans ce championnat, surtout quand on voit la concurrence à laquelle elle va être exposée cette saison?
pense que c'est une bonne question, mais que ça risque d'être compliqué pour eux de garder le titre toute la saison. Peut-être qu'ils peuvent le décrocher en fin de saison, hein. L'effectif est quand même assez solide. Cependant, la concurrence est féroce et garantir que tu vas garder la tête de la Première Ligue à partir de maintenant jusqu'à la fin, ça me semble un pari un petit peu risqué quand même. Est-ce que Kevin De Bruyne n'était pas un chaînon un peu trop manquant du côté de Manchester City sur ce match? C'est ce que je me demande en tout cas. Manchester City a bien joué d'ailleurs. Ils ont joué dans un 4-2-3-1 avec Kovacic en double pivot avec Rodri, avec Alvarez en soutien de Haaland et Bernardo et Grealish pour animer les couloirs. Et finalement, on a remarqué que Manchester City est repassé en 4-3-3 en cours de match, un dispositif qui peut-être a mieux réussi à cette équipe en tout cas. Parce qu'on remarque que justement les buts de Manchester City ont été plutôt marqués à la fin, plutôt au moment où Manchester City repasse en 4-3-3. Donc, je ne sais pas exactement comment Pep Guardiola va animer son équipe, parce qu'il faut dire ce qui est. Il a perdu des joueurs importants cette saison, comme Gundogan, comme Mahrez, notamment. Et il faut dire aussi ce qui est. Il y a des nouvelles recrues qui s'insèrent dans l'équipe, comme Kovacic, comme, oui, comme Kovacic, déjà pour commencer, c'est pas mal. Et même Gvardiol qui a joué titulaire au poste d'arrière gauche. Donc, justement, je pense que tu es sur un nouveau cycle et que tu as quand même besoin de certains automatismes, en tout cas. Et justement, c'est ce qui peut expliquer pourquoi Manchester City ne fournit pas peut-être son meilleur match de la saison. Mais je pense qu'on peut s'attendre à voir un Manchester City en progrès sur les prochains matchs, surtout avec des joueurs qui vont s'inscrire petit à petit dans ce collectif. Et du coup, pour faire les tops et flops de ce match, au niveau de mes tops, j'avais mis Rodri, gros impact encore dans son équipe, et il marque le but décisif qui permet à son équipe de l'emporter. J'avais mis Bernardo également parce que excellent match de sa part encore une fois, même si il a eu un peu du mal à se montrer par moment. Et en dernier, j'avais envie de mettre une mention quand même à Fotheringham, le gardien de Sheffield United, qui est quand même le responsable du fait que Manchester City a ouvert le score aussi tard dans le match. Plusieurs parades décisives et de très très haut niveau, notamment face à Julian Alvarez. Il ne peut rien faire sur les 2 buts qu'il prend, cependant, sur le reste, il fait un match impeccable et peut-être que le score aurait pu être plus allé pour Sheffield United sans la présence de son gardien. Justement, pour conclure, je dirais que Manchester City, c'est une équipe qui est encore en rodage parce qu'elle a pas mal de changements au niveau de ses titulaires, mais que c'est une équipe qui progresse et qui peut encore être très très dangereuse cette saison. À voir si Manchester City recrute encore sur le mercato. On parle de la rumeur Mateus Nunes, à voir jusqu'où ça mène. Mais je pense que cet effectif sera encore très complet cette saison et très dangereux. Pour passer au match suivant, je vais passer de Villarreal-Barça, vu que j'ai tourné un sujet hier, comme vous l'avez vu, sur Yamin Lamal, donc je ne m'attarderai pas trop sur ce joueur, je vous inviterai à voir le format court à ce sujet. Justement, Villarreal-Barça, un match qui s'est terminé à 4-3, un match assez spécial, parce que le Barça a fait le break à la 15e minute, en ayant marqué par Gavi et De Jong à la 12e et 15e minute. Et finalement, Villarreal revient dans ce match grâce à des buts de Foyce et Sorloth à la 26e et 40e minute. Tu te retrouves donc à 2-2 à la mi-temps et même à 3-2 pour Villarreal à la 50e minute quand Baena permet à Villarreal de reprendre l'avantage sur ce match. Finalement, le Barça reprend l'avantage grâce à Ferran et Lewandowski, mais que ce fut difficile pour le Barça. Pour moi, je dirais, si je dois donner des titres dans cette partie, je dirais que justement, le Barça a eu beaucoup de mal à tuer. En effet, on l'a vu surtout quand, à la fin du match, le Barça a repris l'avantage. Le Barça aurait pu faire le break, le Barça aurait pu marquer ce 5e but, notamment quand Fati a oublié Lewandowski et quand Lewandowski a oublié Fati. Et justement, je me dis que ce Barça s'est fait peur, aurait pu justement se faire remonter au score par Villarreal en fin de match. Donc, le succès est acquis, ce qui permet à Barcelone d'empocher 7 points en 2 matchs, ce qui est une bonne opération comptable et pour la lutte pour le titre. Seulement, attention à ne pas se refaire peur comme ça sur les prochains matchs. Je pense que Barcelone, pareil, est dans une optique où il va falloir encore progresser. Je pense qu'il faut un petit peu plus de rythme, peut-être abandonner cette idée de mettre 4 milieux titulaires au sein de ce Barça. Peut-être qu'il faudrait revenir à un 4-3-3 avec 2 vrais ailiers et 3 vrais milieux de terrain, ce qui permettrait peut-être à Yamin Lamal d'être un peu moins seul dans son rôle de dynamiteur, de provocateur sur les ailes. Parce que j'ai eu cette impression quand tu as aligné Gavi, qui au final était un milieu de terrain et pas un ailier gauche, quand tu mets excusez-moi, quand tu mets Marcos Alonso au poste d'arrière gauche, quand tu mets Sergi Roberto au poste d'arrière droit, j'ai eu l'impression qu'en fait, il était un peu trop seul pour mener la danse. Yamal plutôt. Et si un Baldé avait été présent, si un Cancelo avait été recruté, si un Ferran Torres en plus ou un Fati aurait joué titulaire sur l'autre aile, peut-être que
Lamine Yamal aurait eu un peu moins de mal dans ce match, même si, enfin un peu moins de mal. On va en parler un peu plus tard, hein, il est dans mes tops parce qu'il est bien évidemment homme du match. Mais je pense que ce Barça, quand même, il est en progrès, c'est à noter. Mais si je devais mettre un bémol sur ce Barça, sur ce match, je dirais que l'idée du milieu à 4, ce serait bien de l'abandonner à terme. Je dirais aussi que Koundé Christensen, c'est une paire qui est quand même très crédible et que Ronald Araujo, il a quand même du souci à se faire. Surtout quand on voit le niveau qu'affiche Christensen et Koundé. Donc, bon, Araujo n'est pas foutu, hein, bien entendu. Hein. Il peut bien entendu regagner sa place de titulaire, surtout au vu des performances qu'il a fait au Barça ces dernières saisons. Mais cependant, il est important de souligner que la charnière actuelle est quand même très complémentaire. Qui est-ce que j'ai mis au niveau de mes tops et flops? Au niveau de mes tops, j'ai mis forcément Lamine Yamal, hein, qui est homme du match, qui fait une passe décisive. Bon, la deuxième, on ne va pas la compter sur le but de Lewandowski. Et il aurait même pu mettre un but si sa frappe ne s'était pas écrasée sur l'équerre. Donc, très très bon match de Lamine Yamal contre Villarreal et forcément homme du match. Dans mes deux autres tops, je vais mettre Frenkie de Jong qui fait un excellent match et j'ai envie de souligner l'entrée de Ferran Torres qui a eu quand même pas mal de mal au Barça au début. Mais dans ce rôle de super sub, en tout cas, ça fait 2 matchs qu'il est performant. Peut-être qu'il faudrait se poser la question de le titulariser en lieu et place de Gavi, qui n'est pas un ailier gauche, ce qui permettrait à Lewandowski de se sentir vachement moins seul devant. Et au niveau de mes flops, justement, j'avais mis Sergio Roberto, Marcos Alonso pour leur rapport quasi nul offensivement. J'ai eu l'impression que Yamal était un peu trop seul à devoir animer le jeu offensivement. Donc, je mets forcément la paire de latéraux en flop et je ne mettrai pas de troisième flop pour ne pas être méchant. Mais je pense que justement, à terme, pour moi, la paire de latéraux Barça, ça doit être Baldé à gauche. Et si tu peux faire Cancelo, parce que on revient de plus en plus sur les rumeurs de Cancelo Barça, si tu peux le faire, ce serait le mieux. Ça te permettrait justement d'avoir une défense avec des latéraux qui ont un apport offensif et de laisser les ailiers avoir du soutien offensivement. Ce sera peut-être plus facile de cette manière-là, en tout cas, d'être plus dangereux offensivement. Et pour conclure, j'allais sur le match du Bayern contre Augsbourg. Le Bayern qui a gagné 3-1. Un Bayern qui a joué en 4-2-3-1 d'ailleurs, jusqu'à un passage en 4-3-3. Et d'ailleurs, le but encaissé par le Bayern survient au moment où le Bayern passe en 4-3-3 et Kim Min-jae sort. Je ne dis pas qu'il y a corrélation entre les deux informations que je viens de dire et le but, mais c'est quand même à prendre en compte. Et justement, le Bayern a retrouvé son 4-2-3-1 préféré avec Ouraj dans les barres, Mazraoui à droite, Upamecano et Kim Min-jae dans la défense centrale, Davis en latéral gauche, un double pivot Kimmich Goretzka, une ligne de 3 avec Coman, Gnabry et Sané, et Kane seul en attaque. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de ce match? Pour moi, un Bayern qui, justement, retrouve son 4-2-3-1. Et le 4-2-3 au Bayern, finalement, on se rend compte que c'est un peu comme le 4-3-3 au Barça. C'est un dispositif qui, un peu le schéma préférentiel de l'équipe, le schéma préférentiel des joueurs qui sont en place. Donc forcément, je me dis que c'est le meilleur schéma à mettre en place pour cette équipe et que dans l'idéal, tu dois recruter un coach qui maîtrise le 4-2-3-1 pour que cette équipe tourne au mieux. Un Bayern sans Müller titulaire aussi, c'est assez surprenant parce que quand tu as un 4-2-3-1, je vais citer quelqu'un qui se reconnaîtra dans le chat. Quand Musiala s'est blessé, la Bavière entière savait que Müller allait jouer titulaire dans le 4-2-3-1, sauf la personne qui a fait la compo et qui du coup n'a pas mis Thomas Müller titulaire dans le 4-2-3-1. C'est une chose assez étonnante, surtout que tu parles du futur directeur sportif du Bayern et je ne pense pas que ce soit la meilleure idée de se le mettre à dos. Et enfin, dans mes top et flop, non, avant d'aller dans mes top et flop, je vais parler plutôt du déroulé du match. Le Bayern, justement, a montré sa supériorité face à Augsbourg dans ce match, dans ce 4-2-3-1, justement, a marqué ses 3 buts en 4-2-3-1, doublé de Harry Kane qui montre qu'il est littéralement le numéro 9 qui devait être recruté par le Bayern. Il est déjà décisif, il est déjà très très bien intégré à cette équipe et du coup, je ne serais pas étonné qu'il dépasse très largement la barre des 30 buts en Bundesliga cette saison. Je pense qu'il peut raisonnablement viser 50 buts au Bayern pour sa première saison. Et je pense que vu comme l'équipe tourne et comme Harry Kane tourne, je pense que non seulement il va marquer beaucoup de buts, mais il va aussi permettre à d'autres attaquants de marquer le plus de buts possible.
C'était déjà quelque chose, enfin Harry Kane, c'était déjà un attaquant que le Bayern voulait l'été dernier, que Nagelsmann voulait l'été dernier, sauf que lui, il n'a pas réussi à l'obtenir. Et je me dis que Harry Kane, bah, quand tu le vois jouer au Bayern, tu as l'impression que ben, il vient pas d'arriver. Tu as l'impression que littéralement, ça fait un petit moment qu'il est arrivé et qu'il est déjà très très bien intégré à cette équipe. Donc tant mieux pour le Bayern et même tant mieux pour lui, ce qui permet aux deux pièces du puzzle de très bien matcher. Et je pense que justement, l'intégration de Kane dans ce Bayern, ça peut être une des sensations de cette saison. Pour revenir sur le cas de Thomas Müller, je pense que l'erreur de Thomas Tuchel est de ne pas faire jouer Müller au Bayern. Quand on connaît l'importance de joueur, quand on sait son intelligence sur le terrain, sa manière de distiller du caviar, je me dis que justement la complémentarité avec Kane saute aux yeux et que ben, c'est un peu dommage de ne pas utiliser cette complémentarité, surtout que tu as déjà les joueurs rapides pour prendre les couloirs avec Coman et Sané qui l'ont déjà montré. Et je pense que l'apport d'un Müller dans cette équipe associé à Kane, ça pourrait vraiment être une association super sympa, donc ce serait assez dommage de ne pas en profiter. Pour terminer, mes tops et flops. Au niveau de mes tops, je pense que je vais pas être hyper original, mais j'ai mis Harry Kane pour son doublé. J'ai mis Davies pour ses 2 passes décisives et j'ai mis du coup Goretzka pour, son abattage au milieu de terrain. Il s'est fait quand même pas mal taper dessus ces derniers matchs et j'ai trouvé que Goretzka, en tout cas, a fait un très bon match. Je peux comprendre que, bien entendu, tout le monde ne soit pas d'accord avec ces tops. N'hésitez d'ailleurs, chose que je n'ai pas dit dans les autres matchs d'ailleurs, hein, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui sont pour vous les top et flops de chaque match, parce que je pense que certaines personnes zapperont certaines parties de cette vidéo et que chacun regardera le club qu'il préfère. Mais pour les parties que vous avez regardées, n'hésitez surtout pas à me dire qui sont vos top et flops de Bayern Augsbourg, de Villarreal Barça, de PSG Lens et même de Leipzig Stuttgart. Maintenant que j'ai fini de débriefer ces matchs, ça m'a quand même pris une vingtaine de minutes. J'ai essayé de faire au plus vite, vu que ce n'était pas un live, pour que ce soit quand même assez digeste à regarder. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez préféré ce format? Est-ce que vous préférez qu'on fasse les débriefs le lundi en live? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et je prendrai en compte en fonction des résultats de ce que je ferai la semaine prochaine. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement de cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous voulez voir un maximum de débriefs et de contenu footballistique généralistique. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.